La quotidienne, votre rubrique du débat matinal, de discussion matinale sur votre émission, bel et bien, Bénin ce jour, c'est l'heure donc de la discussion. Et pour ce numéro, le dernier du mois d'août, bien sûr, nous sommes le 31 août 2022. Nous allons parler de l'éducation béninoise. En septembre déjà, le 19 démarre la rentrée scolaire. Et comment est-ce que les acteurs du système éducatif béninois pourront donc passer ces quelques semaines. Quelles sont donc les dispositions à prendre pour mettre réellement à profit ces temps qui leur reste? Et également, on annonce déjà des enseignants qui ont donc commis donc, quelques erreurs et qui seront sanctionnés. Nous allons en parler également, on parle de la consommation abusive bientôt de l'alcool. Nous allons en parler dans ce numéro de votre rubrique La Quotidienne avec Samson Aroloupe, il est coach business développement. Il est avec nous. Bonjour Samson. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà. Ma première question, elle est celle-ci. Nous sommes à quelques semaines du début de la rentrée scolaire au Bénin, également académique, pour un acteur du système éducatif. Comment doit être maintenant ces calendriers, ces agendas pour pouvoir mieux profiter, pour pouvoir mieux préparer la rentrée scolaire à venir? Oui, merci bien. Et nous avons toujours deux périodes. Il y a les vacances et bientôt la rentrée. Et cette pause technique qui est souvent donnée, où on permet quand même à tous les acteurs du système éducatif, en l'occurrence les enseignants, c'est pour leur permettre en réalité de mieux se préparer, se reposer d'abord, se préparer en conséquence pour annoncer et être très, très fructueux, productif au cours de l'année académique. Donc, tout un chacun d'eux, ils en sont conscients. Et en temps normal, hein, ces derniers temps, ils doivent avoir un calendrier normal. On sait, on est à quelques jours. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ceux qui ont des occupations, des activités qui leur prenaient le temps et tout, ils vont quand même essayer de s'organiser. Et bon, et tout doit normalement se passer. C'est une période vraiment sensible, surtout pour des gens qui, par le passé, vivaient dans une zone, surtout je veux parler des zones rurales où il faut quitter qu'on appelle la ville pour les villages. Voilà, c'est surtout à leur niveau et je profite de l'occasion pour quand même les féliciter parce qu'ils ont abattu un travail très important. D'accord, donc félicitations à eux et bon démarrage. On va parler des apprenants. C'est vrai que pendant déjà plus de deux mois déjà, ils sont habitués à une vie un peu plus relaxe, au loisir également, au cahier. On s'en est pas trop occupé. Aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines. Est-ce qu'il faut avoir déjà quelques clins d'œil aux notions à apprendre si déjà on a fait les cours de vacances ou bien s'il faut actuellement être dans la recherche de nouvelles notions pour la classe qu'on aura à faire? Oui, pour tout apprenant, qu'il soit conscient ou éveillé, il y a quand même les parents qui sont là et qui savent, hein, ils savent que c'est vrai, c'est les vacances, mais on ne va quand même pas abuser de tout ce qui est détente. Du coup, il y a en dehors des cours de vacances, il y a des établissements, des écoles qui organisent des cours de renforcement, c'est-à-dire que c'est au-delà des cours de vacances. Et il y a aussi ces parents-là qui quand même s'intéressent davantage à l'instruction, à l'éducation de leurs enfants. Et il y en a qui ont même pris des répétiteurs, il y en a qui ont suivi. En tout cas, il y a le suivi. Il y a le suivi. Par contre, il faut dire surtout aux apprenants du secondaire, parce que pour ceux du primaire, il y a quand même les parents qui sont là en tant que guides, qui peuvent plus les orienter et tout. Mais mon message va plutôt s'adresser à ceux du secondaire, parce que déjà, il y en a qui sont déjà à l'âge de la raison et qui ont connu un certain nombre de choses. C'est plutôt eux que nous allons inviter à plus de conscience et de savoir que quand il y a une nouvelle rentrée, ils doivent prendre des dispositions, revoir les anciennes notions. De toute façon, même si on a eu à travailler, on a eu une bonne moyenne et qu'on doit faire une classe supérieure,
de penser à relire les cours, et lire les romans, surtout ceux qui sont littéraires et tout. Donc, c'est important. Et de savoir que c'est fini les vacances et que c'est une nouvelle rentrée. Il faut se préparer. Est-ce qu'il faut maintenir le rythme de loisirs, la fréquence des loisirs, ou bien les diminuer un peu au profit donc des cahiers, d'autres... De toute façon, c'est une période à court terme. Du coup, le moment de loisir va venir, va revenir certainement. Donc, c'est une période de sacrifice, je dirais. Et quand je parle de loisirs, ce n'est pas... ça ne peut pas être comme pendant les vacances. Non. Et pour se détendre, on a quand même le week-end, tout au moins le dimanche qui est là. Et quand on se détend, il y a les informations, il faut suivre la télé. On n'a pas besoin nécessairement d'aller se jacasser comme cela pourrait être possible pendant les vacances. Donc c'est juste une période à court terme. Et tout apprenant en réalité doit tenir compte de cela et savoir que c'est juste qu'il faille quand même qu'il s'arme quoi, hein, pour réussir l'année. Et pour un enseignant qui est à 2 semaines du début de la rentrée, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, c'est la même chose, sauf qu'à la seule différence que l'autre, il est un guide. C'est-à-dire, il est en position de maître, il est enseignant, mais il doit aussi se préparer. Il y a les fiches qu'il faut revoir, il y a des fiches qu'il faut préparer. Il y a beaucoup de trucs, puisque, vous savez, tout ce qu'on fait, où il y a de la pédagogie, c'est quand on le refait, on relit les choses et on reprend, je vais dire, on répète, voilà. Et c'est en ce moment-là, quand même, on pourra dire, attention, je continue quelque chose, je suis bien. Il n'y a pas de, bon, je garde la classe plusieurs fois, je suis un doyen. Il y a quand même des retouches qu'on peut se faire. Surtout qu'aujourd'hui, les choses évoluent, hein, les choses évoluent. Et il faut tout le temps, quand même, revoir. Ça ne gêne à rien, ça ne gêne à rien de relire. D'abord, on ne peut pas, pour tout enseignant, il le sait, celui qui veut quand même rester hein, dans les normes et se faire respecter, il ne peut pas reconduire tous les cours, ce qu'il a l'habitude de faire, il peut quand même toucher, même si le format est là, il y a le contenu qu'on peut toucher. Donc, personne n'a le temps, que ce soit apprenant, que ce soit enseignant. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est vers cette fin de vacances que les organisateurs, les managers, on voit beaucoup de concerts pour finir, pour conclure en beauté donc les vacances. N'est-ce pas un peu paradoxal ce que vous dites là, c'est-à-dire que réduire les loisirs et en ce même temps, il y a de ces fournisseurs-là qui proposent beaucoup de loisirs aux apprenants avant la fin des vacances. Oui, vous savez, d'abord de l'autre côté, c'est du business. Et ils ne l'ont pas fait, d'ailleurs même en pleine année scolaire, il y a toujours de ces genres d'activités, d'accord? Mais on ne force personne à aller. Maintenant, la période dans laquelle nous sommes, aller juste pour... on est à presque 2 semaines. 2 semaines. C'est le 19 septembre. Même en pleine année scolaire, il y a de ces week-ends où on peut aller se distraire. La seule différence, qu'il faut faire attention de ne pas en abuser. Maintenant, ceux-là qui organisent, c'est des entreprises. Et quand on le fait, c'est pour avoir, c'est pour s'attendre, c'est pour avoir un profit, c'est pour gagner. Donc, c'est 2 mondes différents. Néanmoins, nous, on va juste attirer l'attention de ces apprenants sur un fait. C'est qu'il n'y a pas de confusion à faire. Lorsque la rentrée est proche, vous devez prendre les dispositions. Il faut vraiment diminuer ce temps de loisirs. Et ce n'est pas des... Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce n'est pas des activités récréatives, ce n'est pas des spectacles organisés spécialement, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas à l'endroit des apprenants. Donc, oui, on sait que cette période, ils sont plus en vacances et que c'est d'abord eux les cibles. Oui, c'est pas des étudiants. Quand ils disent étudiants, c'est pas des gens qui sont en année de, c'est pas à l'université. Donc du coup, il y a des guides, il y a les parents qui sont là. Donc ils ne peuvent pas quand même prendre certaines décisions à l'insu des parents, surtout quand même à l'approche de la rentrée. On a parlé des apprenants, des enseignants aussi, mais quel doit être aujourd'hui le rôle des parents à l'approche de ces rentrées-là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, à tous ces parents, je dis merci. Merci parce que ce n'est pas facile, en fait, de prendre certaines responsabilités. C'est vrai, on est parent, on dit tu es parent, tu dois t'occuper de ton enfant et tout, mais ce n'est pas systématique. Il y en a qui ont le désir de le faire, mais en réalité, ils n'y arrivent pas. Et bon, d'autres peuvent les traiter d'irresponsables. Mais
c'est un débat que je n'ai pas vraiment voulu faire ici. Donc, je les invite, je les remercie, je les félicite. Et je les invite, ceux-là qui, peut-être par le passé, n'avaient pas l'habitude de s'intéresser à l'éducation de leur enfant. Je pense que c'est une occasion. On n'a pas aussi besoin, c'est vrai, on est dans un pays à un taux d'analphabétisme vraiment élevé, mais ce n'est pas une raison pour dire je ne suis pas allé à l'école, je m'en fous de... Non, le parent n'a pas besoin de dire ça. Il y a des dispositions qu'il faut quand même prendre. Même s'il n'y a pas un grand frère, même s'il n'y a pas quelqu'un là, il y a quand même des dispositions pour faire peur, pour quand même amener son enfant, même si on n'est pas allé à l'école. Donc, ils ont aussi intérêt parce que la réussite d'un enfant, d'un apprenant, ce n'est pas seulement l'enseignant, l'apprenant, mais c'est toute une concordance. Il faut quand même qu'il y ait une corrélation entre la vie à la maison et celle tout ça. Donc, les parents, les enseignants et les apprenants, tout le monde, il doit avoir quand même tout le monde doit participer en réalité. Et quel doit être le discours du parent actuellement? Oui, le parent aujourd'hui, à l'heure là, je vais dire, d'abord, c'est une période de réflexion. Voilà, parce qu'économiquement, il y a des charges. Oui, c'est ça, voilà. Et il faut, surtout que les choses sont tellement chères. Je ne sais pas si nous sommes dans le même, dans le même pays. Oui. Les choses sont excessivement chères. Ce n'est pas seulement du domaine, c'est pas seulement les fournitures scolaires, ce n'est pas seulement des outils. Non, il y a beaucoup de choses, même les collages aussi. Même comment on appelle, les répétiteurs, l'enseignant même demande plus. L'enseignant demande plus quand même comment on appelle, aux parents. Les gens ont augmenté leur taux. Oui. Donc, du coup, quand c'est comme ça, l'établissement aussi doit augmenter le collage et ainsi de suite. Et pour un parent, dans tout ce mélange-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel doit être son discours? Je reviens là-dessus. Oui, c'est mieux, c'est de se préparer, je vais juste dire, de se préparer psychologiquement et savoir que c'est un engagement et c'est une responsabilité qui est prise et il est tenu de l'assumer. Et je pense que l'Éternel va les accompagner, parce que ce n'est pas chose facile. Ils doivent maintenant se mettre non seulement dans la peau de parents, mais aussi dans la peau de l'apprenant, dans la peau de l'enseignant. Et jouer un rôle. En réalité, le grand travail, c'est les parents d'abord. Parce que s'il y a un suivi terrible qui accompagne l'enfant, le travail est plus facile. C'est vrai, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'enfant taré, mais en réalité, il y a les parents qui doivent normalement accompagner pour que le système et tout ce qui accompagne, comment on appelle, que ce soit l'enseignant, l'apprenant, ça puisse donner quand même quelque chose de bien. Donc, ce que je peux simplement dire, tout parent doit savoir qu'à l'heure où nous sommes, ils ont intérêt à parler à leurs enfants, à les sensibiliser, à les rassurer surtout. Et leur dire que bon, c'est là, mais les encourager, les motiver. Mais il y en a aussi qui, face à ces engagements-là, nombreux, économiques, avec la crise, tout ce qui va avec, pètent un peu les plombs et se retrouvent un peu plus anxieux à l'approche de cette période-là. Ils sont souvent en colère, en tout cas, et c'est des insultes un peu à la maison, les enfants qui subissent donc les effets de ce manque de moyens-là pour pouvoir assurer cette devoir de parents. Oui, vous savez, les émotions sont naturelles et on ne peut pas leur en vouloir. Lorsque vous êtes quelque part ou bien vous êtes dans une activité où le revenu n'a pas bougé et que les charges augmentent, ça devient encore plus compliqué. Et quand on dit charge, ce n'est pas seulement la charge familiale à la maison. Il y a les parents, il y a les amis, il y a beaucoup d'autres aspects qui viennent, des charges supplémentaires, des charges vraiment extraordinaires qui viennent perturber. Donc, ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas vraiment facile et ces parents-là qui se retrouvent à un moment donné dans ces conditions, on va juste leur dire de se patienter, d'essayer quand même de canaliser leurs émotions. C'est des situations qui arrivent. Ce n'est pas seulement à ceux qui sont en manque, même des parents qui sont aisés et qui peuvent supporter. Il y a un genre de stress quand même qui agit, qui influence. Pourquoi? Parce que il y a des parents, on doit aller déposer l'enfant. Il y a plus de contraintes en réalité. Donc, ce n'est pas seulement lié à l'aspect économique. Il y a des contraintes. Il y a des parents qui doivent déposer leur enfant avant d'aller. Et à cause de l'enfant, il doit rentrer plus tôt. Donc, il y a tout ça qui arrive et qu'il faut quand même gérer en ces derniers temps-là.
Il n'y a pas aussi un problème de manque de prévision parce que on attend la dernière minute, on attend les dernières semaines pour pouvoir se lancer dans les achats de cahiers, de trucs là, de tout ce qui va avec. Est-ce qu'il ne faut pas déjà, au niveau de, déjà dès le début des vacances, prévoir tout cela pour Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école avant d'avoir la notion de prévision? Non, on n'a pas besoin d'aller à l'école avant d'avoir cette notion. Mais il y a un mais, il y a les réalités. Hein? On peut vouloir. Tu peux vouloir et il peut y avoir les circonstances, les cas circonstanciels qui viennent. Et souvent, c'est ça. Ce n'est pas qu'on attend la dernière minute. Hein, parce que quand même, vous savez, je suis souvent avec je suis plus en contact, d'accord, que ce soit avec les apprenants, les parents et tout. Du coup, je sais, je vis, je vois ce qui se passe en réalité. Donc, ce n'est pas nécessairement de leur propre volonté, c'est les situations de vie et tout. La situation économique surtout, c'est ça en fait qui fait que c'est à la dernière minute qu'il y a certains parents Néanmoins, il y en a qui déjà même payent l'écolage et tout déjà pendant les vacances, mais c'est une question de niveau de vie. Voilà, ce n'est pas un truc équitable. Et par rapport à la morosité économique, le gouvernement a trouvé une réponse, celle-là, bien sûr, de définir déjà, par rapport aux fournitures scolaires, déjà, il y a déjà un canevas défini par le gouvernement. Et ça a été lancé donc cette semaine même par le ministère des enseignements secondaires. Et désormais, on connaît on a un canevas de fournitures scolaires par classe par rapport aux élèves. Ça va réduire un peu les histoires avec ces écoles privées surtout qui inventent parce que déjà au sein de l'école on a un fonds un fait de commerce des cahiers, donc ça va réduire un peu ces problèmes. Comment est-ce que vous appréciez donc cette décision du gouvernement déjà de définir un canevas pour les fournitures scolaires par classe bien sûr? D'abord, honnêtement, moi j'ai encouragé cela. J'ai encouragé parce que ça pourra limiter un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas seulement par rapport aux décisions que prennent les promoteurs d'école, non. Parce que même quand on prend la liste de fournitures, ce n'est pas nécessairement l'école qui vend. Hein, les fournitures scolaires, on remet la liste des fournitures aux parents pour dire d'aller acheter. Donc, c'est vrai, il y a des fonds en fait qui complètent des trucs complémentaires, mais lié à la liste des fournitures, je pense que l'école n'y gagne vraiment pas quelque chose à moins que, hein, c'est vrai, il y a des promoteurs qui... Mais elle gagne quand même. Qui gagnent, qui vendent. Attention, si on doit vendre des fournitures scolaires... Le fondé est là, il gère l'école, mais sa femme à côté et vend les cahiers. Mais là, c'est du business. On va pas leur en vouloir. C'est du business. Maintenant, par rapport à la décision hein, du gouvernement, c'est toujours bien de situer, d'accord, les parents. Parce que chaque école avait sa liste de fournitures, ça n'a pas de sens. Ou tu as peut-être un vacancier et il te remet une liste de fournitures qui est totalement différente de la liste de fournitures que toi tu as pour tes propres enfants, alors que peut-être c'est la même classe. Ça, c'est un peu bizarre. Ou bien ce n'est pas les mêmes documents, c'est comme s'il y a une contradiction même au niveau du système. Du coup, moi j'apprécie et ça va quand même réguler un certain nombre de choses. Il y a plus de discipline et c'est pas mal. Et quant au respect de ces règles-là, est-ce que le gouvernement pourra avoir un regard là-dessus? Parce que c'est vraiment dit, mais le respect, ce n'est pas tout ce qu'on dit qu'on arrive à exécuter. C'est pas facile. Déjà, même au sein de la famille, lorsque tu dois appliquer la rigueur, hein, qui est la discipline au sein de la famille, déjà, ce n'est pas chose aisée. Du coup, c'est pas pour le gouvernement qui sera aisé, parce que c'est tout un peuple. Et ce ne serait pas vraiment facile. Néanmoins, si les gens quand même peuvent se serrer les mains et accompagner cela, ce serait bien. Ils vont certainement avoir un système pour contrôler, mais ce ne serait pas aussi, ça ne va pas vite rentrer quand même dans les habitudes, c'est comme ça. Mais avec le temps, lorsque on se rend compte de dire, puisque c'est surtout au niveau des documents en fait, les manuels, tout, sinon, la plupart, les mêmes pratiques, mais les cahiers, au niveau des cahiers, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout au niveau des livres. Est-ce que pas aussi à souhaiter voir le gouvernement aller un peu plus loin, surtout définir l'écolage même au niveau des privés, parce qu'on voit que ça varie d'une école à une autre, d'un complexe scolaire à un autre. En 6e, ici c'est 200 000 francs, là-bas c'est 300, c'est 150. Est-ce que
pour soulager un peu la peine des citoyens béninois, est-ce que le gouvernement ne peut pas aller aussi dans ce domaine-là? Dans toute entreprise, dans toute société, lorsqu'il doit avoir un service commercial, d'accord, ça veut dire que ça ne peut pas être la même chose. Je ne veux pas parler de speedline, sinon que lorsque vous allez ailleurs, le service commercial d'ailleurs n'est pas pour nécessairement... Mais ici, on parle de l'éducation. Oui, l'éducation a un coût. C'est un coût, d'accord, mais l'éducation a un coût. on ne peut pas la comparer plutôt à un commerce comme on le fait au marché d'Antoine, par exemple. D'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui sont engagés, des gens qui doivent être payés, il y a des gens qui doivent être payés, comment on appelle, les infrastructures sont là, et il y a beaucoup de trucs qui doivent être amortis. Et ça, c'est de l'argent qu'on prend. Et imaginez, ces établissements privés, il y en a qui font des prêts, et il faut quand même payer et tout cela. Comment ça va se passer si ce n'est pas du business? Donc, et personne, aucune entreprise ne va vouloir quand même chuter. On pense toujours profit. Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est tout faire pour que cela ne prime pas quand même sur l'éducation, ce qui la ça ne pèse pas surtout sur le parent d'élève aussi. Que ça ne pèse pas aussi sur le parent d'élève. Si, mais... Parce que lorsque ça pèse à la longue, 6 mois après la rentrée, c'est que l'élève doit être renvoyé. Et ce qu'on veut, c'est l'éducation. Cette éducation-là, l'élève ne pourra plus l'avoir. Bon, vous savez, l'État ne pourra pas faire tout. Okay. Ne pourra pas faire tout parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus de la rigueur. Hein, il y a plus de la rigueur dans le monde public. Je veux parler des écoles. Mais... il y a l'effectif quand même, déjà, même malgré tout ce qu'on dit, ça reste toujours pléthorique. Du coup, les privés doivent obligatoirement exister. Mais lorsque tu vas, c'est comme, je prends un simple exemple, lorsque tu vas au marché d'Antoine acheter un même produit que tu dois aller dans un supermarché, tu ne seras pas au même prix. Parce qu'il y a le confort qu'on veut te vendre, il y a l'accueil qu'on veut te vendre, il y a beaucoup de choses. Justement, ici, nous parlons de l'éducation. Justement, c'est ça que je dis. Le commerce autour de l'éducation doit être... Non, il faut oublier l'aspect commerce. Peut-être que c'est le fait que je parle de service commercial. On laisse de côté l'aspect commerce. Lorsqu'il y a le design, il y a le confort. Et lorsque tu vas dans un établissement, dans une école où on dit « ne prenons pas plus que 15 personnes », alors que tu vas quelque part, il y a 35, il y a 45, ce n'est pas la même chose. Lorsque tu vas dans une école où c'est ventilé, il y a le confort, d'accord. Il y a le confort, bref, pour résumer. Donc le confort aussi a un prix. Beaucoup. Okay. Ça coûte. Nous allons parler de l'autre aspect, c'est-à-dire des enseignants qui ont été donc sanctionnés pour consommation abusive donc, de l'alcool. Et déjà, dès la rentrée prochaine, ils ne seront plus dans le système, comme je le dis. Comment est-ce que d'abord vous concevez qu'un enseignant, un éducateur, puisse arriver jusqu'à ces extrêmes-là? C'est vrai, je n'ai pas le pouvoir de juger. Et lorsqu'on entend directement cela, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais vous savez, en toute chose, il y a la dépendance. Il y a la dépendance. Il y en a, en réalité, qui je ne vais pas dire qu'ils vivent de ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas boire. Ne pas boire. Pourquoi? C'est comme il y en a qui ne peuvent pas ne pas fumer. C'est comme il y en a qui ne peuvent pas ne pas se promener dans le vagabondage et tout. Et ça, c'est une question d'individu, de personnalité. Maintenant, il y a d'autres aspects. Oui, vice. Mais il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités parce que, vous savez, pour beaucoup de personnes, c'est souvent ceux-là que nous, on rencontre et c'est pas facile. Et je salue au passage tous ces psychologues qui font un travail vraiment pertinent. Et il y en a parce qu'ils sont soucieux, il y a de l'anxiété qui bat son plein. On pense que si on prend de l'alcool, on pense que si on fume, ça pourrait quand même finir on pourra quand même finir avec les soucis. Alors que, comme le dit quelqu'un, les soucis aussi savent. Mais lorsqu'on fait le choix d'être un éducateur, un miroir pour la société, on fait d'abord le choix de s'éduquer d'abord avant d'éduquer les autres. Donc, quand on est un enseignant, ça ne s'explique pas. Oui, on ne peut même pas défendre ça. On ne peut même pas défendre cela. Mais vous savez, il y a beaucoup qui viennent à l'enseignement par accident. Par accident. C'est pas une vocation. C'est pas une vocation et on a besoin d'argent.
hein, et on n'a pas l'emploi, donc il faut quand même commencer par l'enseignement d'abord. Du coup, quand c'est dans ces conditions, tu rentres dans le monde éducatif, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Maintenant, il y a un autre aspect, je ne veux pas vraiment toucher, puisque tellement j'en connais de cas où ils te disent que ce n'est pas volontaire. Je veux pas embraser l'aspect spirituel, mais ils te disent que c'est pas volontaire. Qui sont possédés, par exemple? Oui, bon, ils parlent de possédés. Bon, ils sont dit qu'ils sont possédés. Il y en a qui disent que c'est de l'envoûtement. Pas un diable alcoolique d'abord. Bon, je ne veux pas vraiment toucher cet aspect parce que je n'ai pas des outils, en fait, pour les expliquer. Mais je suis africain, je suis béninois, j'ai appris ça. Et il y a aussi de ces gens de kiosques. J'ai appris que lorsque tu fais l'erreur d'aller te pointer un jour et prendre avec le verre, c'est que tu es obligé de revenir. Et là, c'est encore du business. Chacun gère son business comme il veut. Si tu ne vas pas, tu ne seras pas envoûté. C'est ce que je peux dire. Mais en temps normal, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, il quand même falloir éviter cela. Même si tu dois boire, il faut boire chez soi. Lorsque tu veux aller quand même au boulot, tu vas pour donner de l'enseignement et tu peux éviter de boire. À ton retour, lorsque tu es seul, tu peux boire si c'est que c'est de ça que tu as besoin. Oui, si, c'est que le nombre est vraiment, vraiment important. Ils sont plus de 400 enseignants déjà sanctionnés et punis par le gouvernement. Au moment où on déplore donc l'insuffisance des enseignants dans les écoles, comment est-ce qu'on peut gérer ça quand on est État? Et comment on peut gérer ça? Parce que on ne parle pas de ne pas boire, mais aller au-delà de sa capacité, de sa dose, c'est ça qui donne l'effet d'ivresse. Oui, il faut se connaître. Lorsque tu ne te connais pas, lorsque tu ne connais pas ton corps, c'est le rôle en réalité que joue un coach. Lorsque tu ne te connais pas, tu ne te développes pas personnellement, tu ne cherches même pas à le faire, là, ça devient compliqué. Sinon, en temps normal, hein, pour tout homme, hein, pour être humain, il doit savoir, et c'est que c'est le préalable. Je ne peux pas boire avant d'aller au boulot, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire cela. Mais, je dis mais, pourquoi? Parce que et tout le monde n'a pas la même façon de percevoir les choses, la même façon de voir les choses. Donc, il faut quand même leur parler, les guider, les orienter. C'est vrai, on va me dire que ce n'est pas des enfants, mais on peut être plus âgé et ne pas avoir conscience d'un certain nombre de choses. Donc, ce que moi, je vais peut-être dire, c'est vrai, c'est une punition, ça va permettre quand même à d'autres personnes de rentrer quand même dans la ligne de la discipline, mais il faut aller plus loin, quoi. Il faut aller plus loin qu'au-delà de la formation qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la pédagogie, qu'on aille plus loin et qu'on leur donne une formation liée au développement personnel, qu'on les motive autrement. Les enseignants. Les enseignants. C'est important que cela ne se limite pas seulement au niveau de la formation pédagogique, ce qu'ils doivent dire là-bas. Non. Qu'on leur apprenne comment ils peuvent aller, il faut aller plus loin, en fait. Hein, et les aider à se développer personnellement. Parce que s'ils ne sont pas bien dans leur tête, ils ne peuvent d'abord pas passer le bon message. Et c'est ça qui amène beaucoup dans ce décor-là. Il y en a aussi qui parlent de suivisme. Parce que le nombre dont vous parlez, il y a des gens, mon copain, mon collègue, il est allé et je vais le suivre. Et ça commence comme ça. Ce qui fait qu'il y en a, je ne sais pas si c'est du complexe, je ne sais pas comment le dire, mais parce qu'on est allé, l'autre a pris, il connaît sa dose. Tu dois être en train de connaître ta dose, donc on fait ça devient une concurrence, un concours du moins, qui va prendre plus de verre que qui. Voilà. Donc, il y a tout ça, donc c'est du suivisme, de l'ignorance, je vais dire carrément, et parce que s'ils arrivaient à se connaître, ces genres de choses n'allaient pas arriver. Maintenant, si vous voulez boire et que l'autre prend 50 et que vous voyez que vous ne pouvez pas prendre qu'une seule bouteille, prenez une seule bouteille. Dites non, il faut que les gens apprennent à dire non. Ça, c'est important. Donc, ça aussi, c'est une formation. Le gouvernement doit aussi penser à cela. Recruter, par exemple, il y en a, il y en a. Psychopédagogues. Psychopédagogues, il y a les coachs qui font tout ce travail-là aujourd'hui, les engager pour qu'après la formation liée à la pédagogie, on puisse aussi faire aussi ces genres de formation. Et le coût de la formation reviendra donc à qui? C'est à l'État ou bien? Mais lorsqu'on envoie les enseignants à la formation, ce qui est lié à la pédagogie, qui paye, c'est l'État. Oui, mais l'État sait que, oui, lui prend en charge la pédagogie, mais les autres là,
Les autres Mais- cas, c'est... mais ça fait On parle partie. d'aptitude Justement. avant d'aller vers l'enseignement. Justement, mais C'est un choix. non, mais les aptitudes, il n'y a pas cet humain qui n'a pas d'aptitude. Les aptitudes, nous l'avons, mais tout le monde ne sait pas l'exploiter. Il y en a, même quand tu leur demandes quelles sont vos aptitudes, ils ne peuvent pas le dire. Quand tu leur demandes quelles sont vos qualités, ils ne peuvent pas le dire. Mais il faut quand même les amener à comprendre, hein, à se connaître. L'État peut, et d'ailleurs doit normalement investir sur le développement, la formation au développement personnel de tout acteur, même dans les services publics. Pour les apprenants, je suis OK. Mais pour déjà un père de famille... Qui vous appelez père de famille? Un enseignant. Il n'y a pas cette personne qui n'a pas besoin de cela. Et les gens ont compris, il y a des entreprises aujourd'hui qui ont compris et engagent. Il faut vous informer. Et ils ont compris parce que déjà ça, ils ont besoin de ça en réalité. Si j'ai les aptitudes, je n'arrive pas quand même à enflammer ma potentialité, peu importe la formation qu'on va me donner, il y a la manière. Hein? Écoutez, je suppose un instant. Et ça, on n'apprend pas ça au niveau. Ce n'est pas un CP qui va te le dire. Lorsque tu vas devant les enseignants et qu'il y a une situation qui se pose et qui n'est pas liée au cours que tu es en train de donner, ce n'est pas ça, tu n'as pas appris. Mais par contre, si tu arrives à te développer personnellement, tu peux cadrer. Il y a des choses que tu peux cadrer rapidement pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens. Donc ça, c'est important. Il faut que l'État y pense. Merci beaucoup. Merci à vous, Samson Aholupé, coach business développement. Avec vous, on parlait donc de la rentrée scolaire qui est donc imminente. Comment est-ce qu'on doit faire quand on est apprenant, enseignant et parent également? Comment on doit faire pour mieux aborder ces derniers virages-là également? On a parlé de ces sanctions-là à l'encontre plutôt des enseignants qui ont été donc jugés sous la griffe, on peut le dire. Mesdames, Messieurs, c'est votre rubrique La Quotidienne qui prend fin ici, mais l'émission Béné ce jour, elle se poursuit pour d'autres destinations.